Bien, merci d'être venu, tout le monde. Donc, on va débuter la présentation sur les interphones et donc vous montrer que ces portes de devant peuvent devenir aussi des portes de derrière, et ça, c'est intéressant. Donc, déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un consultant de Synactive. Donc, mes intérêts principaux, c'est la radio, tout ce qui est Wi-Fi, RFID, GSM, c'est les CPL, ceux qui ont dû peut-être entendre parler de moi dans le hacking de CPL, comment aussi voler l'Internet de son voisin. Et donc, dernièrement, je me suis intéressé aux intercoms. Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire. À Synactive, on fait des red teams. Et donc, qui dit red team dit des fois, mail de phishing, qui dit aussi intrusion Wi-Fi, qui dit aussi intrusion physique, lockpicking, etc. Donc des fois ça marche bien, des fois ça marche pas, des fois on se fait un peu spotter, par exemple une caméra de client. Donc c'est des trucs qui sont plutôt cool, et donc du coup en fait en Red Team on cherche toujours à savoir comment on peut rentrer dans un bâtiment sans être vu ou alors sans être trop spoté, comme je l'ai été ici. Donc alors voilà la petite histoire. Donc à Synactive, depuis un an, on a il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, pardon. Et donc en gros, on a dû déménager, et en déménageant, on s'est retrouvé dans des nouveaux bureaux avec de nouveaux jouets tels que des contrôles d'accès, des alarmes et aussi des interphones. Donc des interphones comme ça. Donc vous en voyez quasiment presque partout dans Paris. Ça a l'air plutôt classique. Il y a un mot de passe pour y accéder. Il y a aussi le Vigic. On peut aussi appeler un résident pour pouvoir faire en sorte à ce qu'il nous ouvre. Par contre, un truc marrant, c'est que vous avez cette option qui vous permet aussi de vous appeler lorsqu'un invité vous appelle, mais sur votre téléphone mobile. Donc du coup, c'est là que ça devient assez intéressant, puisque à un moment, quand on a déménagé, on a vu, cet interphone-là nous appelle avec un numéro en 06. Donc là, comme premier réflexe, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec réellement Donc d'abord, ce que j'ai fait, c'est que je je connais le numéro, je vais l'appeler, je vais voir ce qui se passe. Bon, il se passe rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On pourrait peut-être dump la flash, modifier aussi la flash pour voir ce qui se passe, pour essayer de rentrer ou rajouter des commandes ou autre. On ne sait pas vraiment, on est encore dans un terrain un peu hostile. Mais le problème, c'est que vous imaginez que je ne vais pas démonter devant tout le monde en pleine rue un interphone. Donc du coup, je me suis dit, il y a sûrement un module GSM, au moins un module GSM. Et donc du coup, pourquoi pas essayer les attaques mobiles qui ont été présentées récemment. Et du coup, on va partir donc juste sur les bases. Donc l'interphone, qu'est-ce que c'est? C'est juste un interphone qui permet d'appeler un résident lorsque vous l'appelez, et donc il ouvre la porte. Il y a différents types d'interphones qui existent. Donc vous avez les conventionnels qui demandent un peu plus de câbles, donc deux câbles en moyenne pour l'alimenter, pour le système d'ouverture, et aussi un fil pour chaque résident, ce qui est assez compliqué, puisque si imaginons le bâtiment évolue, est étendu, il faudra encore aussi rajouter des câbles en plus, ce qui est assez complexe en termes d'installation. Vous avez aussi les simplifiés. Les simplifiés, c'est exactement les mêmes que les conventionnels, mais avec les 4 câbles Power Duo System qui sont dans un seul câble. Et ensuite, vous avez les numériques. Donc dans les numériques, il y a plusieurs catégories aussi. J'ai vu qu'il y avait du GSM, du 3G, alors rarement du 4G. Réellement, je ne suis pas tombé sur du 4G, donc voilà. C'est une interrogation. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'en ai pas vu. Il y a aussi des interphones avec du Wi-Fi. Et ceux-là, par contre, je ne les ai pas vus beaucoup non plus, installés sur Paris. Donc, présentant déjà une petite architecture de comment ça fonctionne. Donc, comme vous pouvez voir, en bas, il y a l'interphone qui va ouvrir la porte. Cet interphone est connecté au réseau d'opérateurs, c'est-à-dire Bouygues, SFR, Orange ou autres. Et vous avez le résident qui est connecté aussi au réseau téléphonique. Il n'a pas besoin d'avoir le même réseau téléphonique que l'interphone. Ça, c'est évident. Par contre, l'interphone, lorsqu'un invité va venir va appeler ce résident via le réseau téléphonique mobile.
Au niveau des interphones, donc il y a 4 grandes marques qui existent. Il y en a vraiment d'autres. J'ai pas été exhaustif, désolé. C'est Intratone, Neuralc, Urmed Captive que vous pouvez voir dans plein d'appartements dans Paris, comme Elite aussi. Et comment ça se présente? Donc comment voir que c'est l'interphone que vous avez est un interphone numérique? Alors en gros, c'est pas facile. Des fois, vous avez un joli écran LCD. Des fois, vous avez vous avez peut-être aussi un module 3G, par exemple, un module GSM ou 3G que vous pouvez voir justement entouré en rouge. Et ce module 3G, lorsque on s'intéresse un peu plus sur ce module 3G, en regardant bien sur la marque, on voit que par exemple, comme c'est un module Intratone, il y a une documentation qui vous dit que voilà, c'est un module 3G. Et en plus de ça, si le réseau 3G ne fonctionne pas bien, à ce moment-là, la connexion 3G va fallback directement sur le GSM. Ce qui peut être intéressant, nous allons le voir avec les attaques pratiques en GSM et en 3G. D'autres alternatives, donc du coup, alors je vous ai parlé en fait des interphones Intratone, Neuralc, Urmed Captive. Ils coûtent dans l'ordre de 1000 euros, 2000 euros. Et par contre, si vous avez pas beaucoup d'argent, que vous voulez dépenser pas plus que 500 euros, vous avez des alternatives comme GSM Activate, Linkcom, et vous en avez d'autres aussi. J'en ai vu hier, mais qui sont vraiment pas chers, qui sont vraiment compris entre 200 et 500 euros. Et donc notre choix s'est porté à Linkcom, que j'ai beaucoup vu en fait dans le 15e. Donc il y a pas mal de gardiens. J'en ai vu aussi ici les Moulineaux. Du coup, ça me semble être déjà un bon point pour commencer. Donc après, si vous êtes intéressé, il y a d'autres variantes en Wi-Fi, en DECT et d'autres liens radio insécurisés. Donc nous, en fait, dans cette conférence, on va principalement se restreindre aux intercoms qui utilisent le réseau mobile. Alors, au niveau état de l'art, en même temps, pourquoi cette conférence? C'est simple, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de publications sur les interphones. Et donc, il y en a même zéro, puisque les seules publications que vous avez, c'est comment transformer un interphone conventionnel en interphone numérique. Et donc, du coup, je me suis dit, ça peut être assez sympa de montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec des attaques GSM et 3G connues. Et donc, du coup, les recherches qu'on va réutiliser, c'est surtout celles qui se présentent ici sur cet écran. Donc, beaucoup de gens ont dû entendre parler des attaques sur A5.1 en GSM, les outils comme Osmocom BB, le hacking aussi de Femtocell qui a fait quand même beaucoup parler de lui, puisque grâce en fait à un unsafe update, des gens ont pu s'introduire dans la Femtocell et donc du coup faire une ROG Femtocell 3G, ce qui est plutôt intéressant. Des attaques aussi protocolaires qui sont vachement intéressantes, qui ont été présentées avec le titre Attacks on Privacy and Availability of 4G. Et il y a aussi Benoît Michaud qui a fait pas mal d'analyses sur les basebands et aussi sur le LTE, la crypto LTE, en montrant en fait que aussi l'implémentation des basebands pouvait varier, même si en fait, ça veut dire que même si les specs vous disent que par exemple il y aura authentification mutuelle en 3G ou en 4G, ceci n'est pas totalement vrai en réalité si l'implémentation du baseband est mal faite. Et il y a aussi des tricks qui permettent justement d'éviter l'authentification mutuelle. Au niveau outils, on a l'USRP que beaucoup de gens connaissent sûrement. Il y a Sysmo BTS, qui est vraiment cher en fait pour ce que c'est, puisque après vous avez le BladeRF qui est une version un peu plus portable et beaucoup moins cher. Et donc du coup, nous dans notre présentation, on va montrer comment on arrive à s'introduire à piéger l'interphone et à insérer des commandes via un BladeRF qui est ici justement. Donc ce BladeRF est alimenté juste en USB, alors que l'USRP, le Sysmo BTS, s'alimente en secteur. Vous avez aussi des softwares assez intéressants comme OpenBTS, OpenUMTS, OpenLTE, OpenAir, etc. Des outils, des bibliothèques et d'autres outils intéressants d'analyse de trafic. Vous avez LibMitch qui permet de générer aussi du trafic, générer des trams 3G, des trams GSM.
et les analyser. Vous avez Wireshark, vous avez Osmocom BB aussi qui permet de réaliser pas mal de choses. Donc au niveau outils, en tout cas en GSM, déjà on est bien armé. Au niveau UMTS et LTE, c'est un peu plus, enfin c'est en cours quoi. Mais en tout cas, il y a déjà des outils qui existent. Donc déjà, comment ça se passe en GSM? Donc petit rappel, on va pas faire un cours sur le GSM. L'idée c'est juste de voir en fait une petite faiblesse au niveau de l'identification, puisque comme vous pouvez voir, le réseau envoie en fait juste un rand, et via ce rand là, il y a donc le téléphone, le user equipment et le réseau vont calculer en fait une clé, et en fait vous avez une réponse qui va partir du mobile pour ensuite être envoyée au réseau. Si cette réponse est bonne, le réseau mobile dit que ok, ce téléphone a le droit de s'enregistrer sur le réseau. Par contre, je pense que certains ont vu en fait et connaissent déjà le problème en fait dans ce schéma-là, c'est que l'authentification est faite qu'au niveau réseau et pas au niveau client. Donc du coup, un client ne sait pas s'il est sur une fausse station en GSM. Un truc intéressant pour les attaquants aussi, c'est l'effet de handover. Lorsque vous vous déplacez dans l'espace, votre téléphone va tout le temps rechercher en gros comment dire, la station qui envoie le mieux. Et du coup, quand vous vous déplacez d'une BTS 1 à une BTS 2 qui est BS News par exemple, donc le téléphone lui va voir qu'il s'éloigne de son réseau d'origine, et il va aussi s'apercevoir que plus il se déplace et plus il arrive vers un réseau un peu plus fort, et donc du coup il va changer de réseau automatiquement, donc il va passer de BS Old à BS New, et ça c'est quelque chose qu'un attaquant peut bien exploiter, puisqu'il se dit que s'il se fait passer pour un réseau légitime et que le téléphone ne vérifie pas l'authentification, ne vérifie pas si le réseau est le bon réseau, par exemple Bouygues, SFR ou Orange, alors juste en émettant un signal assez fort, on peut faire passer le téléphone, on peut piéger le téléphone sur son réseau. Ça c'est des attaques en GSM qui sont connues et qui sont vraiment pas mal intéressantes justement à mettre en pratique. Donc petit rappel, il n'y a pas d'identification mutuelle en GSM, donc on peut facilement faire une fausse station de base. On peut aussi réutiliser les triplets d'authentification qui sont rand, res, cassés. Aussi un truc marrant, c'est que le canal de signaling qui envoie en fait, le canal de signaling n'est pas chiffré. Donc du coup, vous pouvez aussi, par exemple, voir qu'il y a, si par exemple les SMS ou des informations passent via ce canal, vous pouvez le voir en clair, et donc du coup, faire quelques attaques passives intéressantes. Vous pouvez faire aussi les attaques sur A5.1, mais nous on va s'intéresser principalement sur le premier point et le troisième point. Donc ensuite, après le GSM, on a introduit la 3G. Donc en introduisant la 3G, on voit que au niveau de l'authentification client, le GSM, 3G, 4G font bien leur travail. Par contre, le GSM ne vérifie pas le réseau. Le 3G permet de vérifier que le réseau est legit, sauf si votre téléphone utilise une SIM et pas une USIM. La 4G, on est obligé d'utiliser une USIM et on est obligé normalement de faire l'authentification mutuelle. Il n'y a pas d'intégrité sur le signal, de vérification d'intégrité sur le signal. Le chiffrement à 5A, on a vu qu'il était pété. Et donc, en gros, si notre interphone est sur la 3G ou 4G, ça va être compliqué quand même de l'attaquer. Mais il existe quand même des attaques comme le jamming. Et donc du coup, le jamming, c'est quoi? C'est vous envoyez par exemple un signal simple, c'est du bruit gaussien, sur des canaux sur lesquels le téléphone va se connecter, va regarder. Et à ce moment-là, le téléphone va se dire, bon, il n'y a pas de réseau 3G, du coup je me mets en 2G. Ok. Après, il y a aussi des attaques comme les attaques protocolaires, mais elles sont un peu plus difficiles puisque ça demande aussi à étudier chaque baseband, chaque bande de base, et ça demande beaucoup de temps. Donc nous, on va plutôt être intéressés par le jamming. Après, vous avez aussi alors, des fois, le baseband va réagir de façon assez surprenante, puisque, comme je vous ai dit, en fait, avec l'étude de Benoît Michaud, il y a des fois des basebands, alors qu'ils sont en 4G,
ne vérifie pas l'authentification mutuelle, ou alors bizarrement, il va y avoir un effet de bord qui va faire que l'authentification mutuelle va être complètement inactive. Donc du coup, c'est aussi des cas qui peuvent se représenter. Bon, je ne sais pas si c'est rare, enfin en tout cas, en tout cas, je sais que ça existe. Il y a pas mal de recherches, dont celui de Benoît Michaud, et puis sur les attaques de 4G que j'ai montré tout à l'heure. Donc le jamming, donc une attaque qui nous intéresse. Donc comment ça se passe? Donc, alors déjà en première image, vous avez un canal GSM. Alors le canal est en 925,4 MHz et tout ce que j'ai à faire avec mon HackRF, c'est de mettre du bruit, enfin de mettre vraiment n'importe quoi. Je mets dev random dedans, et puis voilà. Et avec ça, en fait, le téléphone va voir que tiens, il n'y a pas de réseau sur cette bande de fréquence, donc du coup je vais chercher ailleurs. Et avec le comportement du mobile, on va essayer justement de forwarder, de piéger le téléphone vers notre base. Donc oui, je vais peut-être montrer une petite démo quand même, ça serait sympa. Donc oui, la démo la démo que je vais présenter, c'est avec un outil qui est vraiment relativement pas cher, qui coûte environ 300 €. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est montrer comment avec un HackRF, en ciblant deux bandes et en mettant du bruit en fait dans le code spectral du 3G qui est utilisé pour Bouygues Telecom, je vais montrer comment j'arrive à envoyer le téléphone de 3G en 2G, et il va rester en fait, justement, ce qu'il va faire, c'est que j'appelle un répondeur, mais le répondeur va continuer, mais sauf qu'il va continuer en 2G. Alors, hop, CFP, non c'est pas ça, tiens, downgrade 3G, voilà, parfait. Donc, voilà. Donc déjà, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que le téléphone ici, en fait, si vous arrivez à voir les icônes, il y a écrit 3G en fait, juste en haut, en barre. Et donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'appelle le répondeur. Alors, on le voit pas très bien, mais avec le HackRF et une antenne, avec l'antenne de base, ce que je fais, c'est que j'ai fait juste un tout petit schéma. Bon, c'est un petit schéma avec GNU Radio compagnon qui permet juste d'envoyer du bruit gaussien. Et donc du coup, en envoyant du bruit, vous voyez que l'icône 3G a disparu. Et donc du coup, le répondeur continue. En fait, je continue ma conversation avec le répondeur, mais cette fois en 2G. Comme on peut le voir là. Hop. Donc du coup, on n'est plus du tout en 3G. Alors justement, comme on n'est plus du tout en 3G, ce qu'on peut faire, c'est profiter justement de ce cas-là en ayant une fausse station à côté qui émet beaucoup plus que la station de base Bouygues Telecom que je suis en train d'appeler. Et là, ce téléphone se retrouve piégé dans ma fausse base, dans ma fausse BTS. Bon, je vais juste avancer un tout petit peu parce qu'en fait c'est un peu long. À la fin du répondeur, on va voir un truc qui est assez marrant, c'est ce phénomène-là. C'est que, en gros, le téléphone ne va pas se remettre en 3G. Enfin, il va essayer de checker s'il peut se remettre en 3G, mais que vu que je suis en train de faire encore du jamming, là, donc on voit que il reste encore sur du GSM GPRS, et alors que en fait mon type de réseau préféré c'est 3G. Donc ça c'est mauvais. Et donc en fait, un comportement assez marrant que j'ai pu constater sur les Nexus 5 et 6, c'est que le téléphone des fois restait même en 2G pendant 1 heure, alors que je le redémarrais, alors que je le mettais en mode avion, etc. Ce qui est plutôt bizarre. Et en tout cas, c'est vrai, puisque je l'ai essayé plusieurs fois. Je me suis demandé si c'était pas un effet de bord juste à cause d'un autre truc. Mais donc juste en faisant du jamming sur 2 canaux, je me retrouve avec du GSM pendant 1 heure sur mon téléphone, en redémarrant, en essayant de faire quelques manips. La seule manip viable que j'ai pu, où j'ai pu récupérer en fait mon réseau 4G ou 3G, c'est en me remettant en 4G, en 3G, en faisant en fait plusieurs manipulations. Et à ce moment-là, le baseband va se remettre après en 3G, 4G. Mais pour dire que j'en voulais vraiment, je voulais vraiment aller, il fallait vraiment que je veuille aller sur ma 3G. Que je me trompe pas. Boum. Donc maintenant, passons au sujet intéressant.
Alors, comme on a dit, donc, ce qu'on utilise, c'est un BladeRF et comme logiciel, on utilise un YetBTS et un portable pour faire justement notre station, notre fausse base station. On a un intercom qu'on a acheté qui est le Linkcom, bon, que j'ai un peu démonté parce que je voulais installer quelques trucs, qui est ici. Bon, on verra en fait sur une démo, puisque c'est vrai que là, comme ça, c'est un peu compliqué. Mais juste pour vous dire qu'en gros, l'installation nous a coûté pas plus de 400 €. Donc du coup, en fait, réellement, n'importe qui quasiment peut se faire une fausse station de base et commencer à faire du hacking sur des interphones. Pour l'interphone qu'on a utilisé, donc comme je l'ai dit, c'est un interphone qui est relativement pas cher, qui coûte 300 €, mais qui est utilisé quand même pour pas mal en fait de résidences privées. Ce qui est cool, c'est qu'il accepte en fait d'être alimenté en AC et en DC, donc du coup, c'est pas compliqué pour moi. J'ai juste à prendre un adaptateur et puis je le branche. Donc maintenant, au niveau configuration, donc, pour configurer cet interphone-là pour qu'il marche, il faut mettre une carte SIM, et la carte SIM doit être aussi configurée pour avoir un administrateur. L'administrateur, donc, en gros, vous mettez le numéro d'administrateur sur la SIM, c'est un contact, en gros, et lorsqu'il y a ce numéro d'administrateur, vous pouvez gérer en fait à distance votre interphone, c'est-à-dire envoyer des commandes telles que va écrire le numéro du résident du pont, et associez-le à ce numéro. Bon, voilà. Et après, il y a plusieurs façons de le faire. C'est que, alors, vous pouvez le faire avec un programmateur, ou alors vous le faites avec un vieux téléphone qui communique avec la SIM. Donc, bon, il y a plein de façons de faire. Lorsque c'est fait, donc comme je vous l'ai dit, la commande à faire, par exemple, pour rajouter le premier résident, c'est write a button 1 avec son numéro. Et lorsque, en fait, si vous avez le bon numéro d'admin, que vous êtes bien identifié comme étant l'admin, et que la commande est bonne, vous avez en fait un message de retour qui vous dit write a button OK. Donc ça c'est quand même aussi bien, puisque lorsqu'on s'attaque après, lorsqu'on va s'attaquer à ce genre d'interphone, on aime aussi avoir un petit retour de ce qui se passe et ce qu'on a réussi à envoyer des commandes dedans. Donc aussi des hypothèses, donc avant d'attaquer, c'est que bon, c'est vrai que là, là l'interphone, je l'ai en main, tout ça, donc je peux tout faire. Juste si on se dit bon voilà, on le referme maintenant, on ne sait pas du tout quel est l'opérateur, on ne sait pas du tout quels sont les numéros, quel est le numéro d'admin, ni quoi. On sait juste que par rapport à la marque qui est inscrite en fait sur l'interphone, on peut avoir quelques documentations, ou alors avoir des documentations qui fuitent. Sinon, essayez d'acheter ce même interphone sur Le Bon Coin, eBay et autres pour le dépioter et puis analyser le firmware. Alors, nous maintenant, ce qu'on veut, c'est voilà, on est en Red Team, on veut ouvrir une porte, hein, c'est ça qui nous intéresse. Donc du coup, les étapes de l'attaque, bon, ça va se faire en plusieurs étapes. Donc déjà, il faudra reconnaître l'opérateur utilisé par l'interphone. Ça, pourquoi? Parce que en fait, l'interphone, la carte SIM a un réseau préféré. Ce réseau préféré, ça sera Bouygues, Orange, Free, etc., etc. Et donc du coup, en fait, il faudra connaître ça, émettre avec un fort signal et ensuite essayer de piéger cet interphone-là. Lorsque en fait, cet interphone est piégé, donc on a des boutons, on a peut-être des moyens de déclencher des alarmes, donc du coup on va essayer aussi de faire fuiter des numéros de téléphone et on va essayer de réutiliser ces numéros de téléphone pour ensuite ouvrir la porte et peut-être d'autres actions à privilégier si on tombe sur un numéro d'admin. Ensuite, oui. Donc après bon, on configure en fait, lorsqu'on a toutes ces données là, on configure après la BTS, on configure en gros le IMSI qui est l'International Mobile Subscriber Identity, qui est en gros, chaque carte SIM a un IMSI en fait, hein, c'est un identifiant pour votre carte SIM. En fait, cet identifiant, on va l'associer au numéro de téléphone du résident. Donc du coup, on prend l'IMSI de l'attaquant, on l'associe à un numéro qui ouvre une porte, et à ce moment-là, on ouvre la porte lorsqu'on appelle l'interphone. L'interphone va appeler l'attaquant, puisque l'attaquant est maintenant associé avec un nouveau numéro de téléphone qui est le numéro d'un résident, et ensuite on peut ouvrir la porte. Et si on tombe sur un numéro d'admin, là on fait ce qui est possible. Donc pour faire ceci, donc il y a plusieurs approches. Donc la première approche qu'on avait pris en compte, c'était une approche passive.
Et donc du coup en passif, je vous ai parlé en fait des canaux de signalisation qui permettaient justement de faire fuiter pas mal d'infos tels que les messages de management, les SMS, les TMSI. Et donc on s'est dit pourquoi pas utiliser ça pour essayer de voir quel est l'opérateur qui est utilisé déjà en premier abord. Donc du coup on va utiliser le canal CCH. Et donc avant ça on va prendre par exemple on prend un Osmocom BB et avec cet outil-là on va regarder les cellules qui sont environnantes. On va se caler sur une des cellules, par exemple, je ne sais pas, la cellule 1 par exemple, et on va observer les TMSI. Il y a aussi des attaques, alors vous avez sûrement entendu parler des attaques type SMS classe 0. Donc en fait, ce type d'attaque-là, en gros, servent à ça, servent justement à faire des demandes de paging sur le réseau pour pouvoir ensuite faire en sorte à retrouver des TMSI qui vont se répéter. Et s'il y a un TMSI qui se répète, alors là, on est peut-être à côté on a sûrement un téléphone qui est celui qu'on vise. C'est-à-dire en gros que si je connais le numéro de téléphone ou je connais quelques infos ou j'utilise par exemple, je sais pas, dans le cas des interphones c'est un peu compliqué, mais imaginons que j'ai un utilisateur, je l'appelle plusieurs fois, je lui envoie des SMS classe 0, je vais voir en fait son TMSI se répéter plusieurs fois, et donc du coup je vais me dire que c'est potentiellement celui-là, et donc c'est celui-là que je vais viser. Bon là, comme vous le savez, c'est un peu compliqué avec les interphones, puisque en fait, les interphones, en gros, vous devez appeler un résident. En plus de ça, c'est rare de trouver des messages qui sont échangés entre l'interphone et un résident. Donc du coup, on abandonne ce cas-là. Ce cas-là peut être intéressant dans d'autres cas. Donc maintenant, on passe tout de suite aux attaques actives. Donc comme je vous l'ai dit, pour les attaques actives, il faut connaître l'opérateur, donc du coup le code de mobile, qui est le MCC et MNC. Et donc du coup, en fait, par exemple, pour Orange, vous avez le code MCC 208 et 01. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on essaye justement de se faire passer pour un réseau SFR, un réseau Orange, un réseau Free. Enfin, on essaye de brute forcer pour ensuite savoir où est-ce que l'interphone va s'accrocher. Et au moment où il s'est accroché, parce que ça on va le voir en appuyant sur le bouton, bien sûr, mais on va en parler tout à l'heure, c'est que au moment où on va voir en fait du trafic sur notre station, ça veut dire en gros qu'on a réussi à piéger cet interphone-là avec les codes MCC et MNC qui conviennent. Et donc du coup, aussi, voilà, on émet aussi avec un fort signal. Donc maintenant, on arrive. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a notre BladeRF qui est allumé. On est en train de brute forcer les MCC et MNC. Donc on attend quand même un temps. Il faut quand même attendre à peu près 15 minutes ou des fois 20 minutes. Ça peut être plus court comme plus long, ça dépend, mais environ 15 minutes. Donc du coup, l'interphone, comme en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de se faire passer pour un réseau légitime avec un fort signal. L'interphone qui est tout à droite, lui, va voir que, à un moment, il va voir que notre réseau est le réseau le plus proche. Et donc du coup, si ça correspond bien, si c'est bien un réseau Orange ou Bouygues, là notamment, ça sera un Bouygues. Si c'est bien le réseau Bouygues, alors là, il va se connecter. Mais il faut, c'est quand même assez exhaustif puisque il faut quand même changer de 4 fois de MCC MNC. Et donc du coup, ça prend quand même une bonne petite heure en pratique pour réaliser l'attaque. Mais une fois qu'on y arrive, quand on vérifie, pour vérifier, on appuie sur les boutons, on voit que ça marche, on voit que l'interphone répond, l'interphone essaye d'appeler sur notre réseau. Ça veut dire qu'on a réussi à la capturer. Maintenant, avec Wireshark, donc j'ai parlé avec Wireshark. Donc Wireshark a un dissecteur qui permet d'observer en fait tout ce qui est GSM TAP, s'il est activé sur IETBTS. Et donc du coup, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on voit, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a un champ dans Wireshark qui s'appelle Call Party BCB Number, et c'est le numéro du résident que j'essaie d'appeler en appuyant sur le bouton de l'interphone. Et donc maintenant, comme je connais le numéro, déjà un numéro de résident, ce que je vais faire, c'est que je vais dans la table maintenant de IETBTS, je modifie cette valeur-là, c'est-à-dire je modifie le numéro de mon attaquant par celui du numéro d'un résident. Et à ce moment-là, j'arrive à le piéger, j'arrive à ouvrir la porte, et donc je peux rentrer dans le bâtiment. Des trucs qui sont assez marrantes en plus, c'est donc j'avais parlé en fait de commandes en fait qui peuvent être envoyées via l'intercom. Bien sûr, donc
il faut le numéro d'admin. Ces commandes-là aussi, donc, soit elles sont documentées en public, soit elles sont leakées, soit vous les retrouvez en analysant un firmware, en achetant un interphone sur le Bon Coin ou eBay, ou alors un ami vous le passe. Et donc du coup, pour le cas de Lincom, on a des commandes qui sont intéressantes comme read, pour read par exemple admin 1, admin 2, ou abutton 1, abutton 2, etc. On peut aussi faire, on peut écrire en fait dans la SIM. Il y a vraiment plein de commandes qui existent, mais bon là je vous mets le plus intéressant. Et il y a après la commande call IT. Et la call IT, en gros, ça veut dire qu'on peut envoyer des commandes AT sur l'interphone. Alors ça c'est cool, puisque en gros, en envoyant des commandes AT, si on se foire pas trop et que l'interphone ne se bloque pas, on peut par exemple envoyer une commande qui dit tiens, donne-moi tous les SMS, donne-moi la liste des SMS. Et en fait, tout comme la réponse de write OK, l'interphone va vous envoyer un SMS avec ces messages-là pour vous dire que c'est OK. Et un autre truc aussi marrant, c'est la commande ATS01 qui est la commande answer, en gros, comment dire, c'est la commande en gros qui va dire j'appelle l'interphone et au bout d'un appel, tu décroches et en fait l'interphone va décrocher et donc on pourra aussi surveiller une conversation qui se passe autour d'un interphone. Donc c'est aussi une commande AT assez intéressante. Il y a plein de commandes AT qui peuvent être cool aussi. Ça dépend du support. En tout cas, vous pourrez trouver les documentations sur les commandes AT facilement sur Internet. Et donc si à un moment vous avez envie de jouer sur les interphones, vous pourrez jouer avec. Donc du coup, un autre truc marrant qu'on a essayé de faire, c'est alors voilà, on a envie quand même d'avoir un retour sur investissement, puisque voilà, 300 €, plus 400 €, tout ça, c'est bien. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on peut remplacer le numéro d'un résident. Donc avec le command write, on fait un write abutton 1 égale le numéro d'Adopass. Et à ce moment-là, en fait, dès que c'est remplacé, on appuie sur le bouton. Et là, il y a la boîte vocale à Adopass qui vous donne un code que vous allez utiliser soit pour regarder des vidéos, soit pour vous enrichir. Ça dépend en fait si vous installez un service Adopass. Donc du coup, c'est aussi une attaque qui est plutôt marrante à faire et pour en avoir plein dans les poches. Donc maintenant, je vais vous faire une petite, vidéo démo. Après, on va faire si ça marche, une démo en live. Comme ça, au moins, tout le monde sera content. Hop. Donc du coup, comme vous pouvez voir ici, on a tout le schéma d'installation. Donc, tout en bas, on a l'interphone. Il y a l'antenne en fait externe qui est proche en fait de nos antennes pour être sûr que le signal sera fort. On a le bled RF qui est pas loin, que vous voyez, qui est branché juste au PC. Donc il est juste alimenté au PC. Hop. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que là, j'appelle un résident. L'interphone en fait, est piégé en fait dans ma station. Bon, ce que je peux voir avec Wireshark, c'est un peu fastidieux, mais ce que je fais, c'est que je regarde le numéro qui est utilisé pour cet appelon-là. À votre numéro. Et donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que le téléphone qui est juste là, c'est le téléphone de l'attaquant, qui a un numéro de téléphone dans cette station, et que je vais remplacer par le numéro du résident. Donc comme vous pouvez voir, en fait, là, le téléphone de l'attaquant, il est tout en haut, c'est le 333 20 65 17. Bon, c'est des numéros un peu bizarres, mais vous pouvez mettre n'importe quel numéro sur YetBTS, en fait, c'est ça qui est cool. Donc vous n'êtes pas embêté par les préfixes qu'on vous donne avec Orange et SFR autres. Donc voilà, là ce que je fais, c'est que je dis maintenant je veux changer le numéro de l'attaquant par le numéro du résident, donc qui se finit en 15. Donc là c'est en train de charger tout ça dans la station. Là on me dit que tout est OK. Maintenant je retente mon coup en appelant le résident à nouveau. Appel en
Voilà. Donc comme on peut voir, en gros, l'interphone a appelé l'appelant, enfin a appelé le numéro, enfin le téléphone de l'appelant. Et donc maintenant, je suis capable d'ouvrir une porte, enfin déjà répondre et ouvrir une porte. Donc voilà. Hop. Oh. Ah merde. Bon, je vais essayer de quand même de rapidement faire fonctionner ça. S'il se connecte bien. Pour faire la démo live. Ouais. Bon, c'est de la radio, c'est un peu la merde. Ah. Il me reste combien de temps 5 minutes. Ok. Attends, je vais essayer encore. Du coup, comme il me reste un peu de temps. Ah. Tac. Putain. Ah, bon. Ah, désolé. Bon, c'est les effets de la radio. Ça marche quand ça veut. Qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je vais conclure. Donc du coup, qu'est-ce qu'on sait des interphones? C'est que ces interphones sont soumis aux mêmes attaques que les attaques GSM et mobiles. Aussi, il faut savoir en fait que dans l'IoT, vous avez aussi, enfin, ce même principe-là est utilisé dans beaucoup de devices. Il n'y a pas que les interphones, il y a aussi par exemple MyPlug de Orange qui permet de, je pense, gérer la consommation d'électricité, tout ça. Enfin, bref, vous vous informerez, mais il y a plein de devices qui utilisent le réseau GSM et du coup qui sont soumis aux mêmes attaques qu'on a présentées. Les prochaines améliorations qu'on compte faire, c'est tout ce qui est attaque semi-automatique du 3G, faire aussi quelques études, enfin des études d'attaque protocolaire et attaquer d'autres intercoms, enfin d'autres interphones un peu plus chers. Donc on va essayer de s'approprier par exemple sur Le Bon Coin ou autre, d'autres interphones qui coûtent à la base 2 000 € mais en essayant peut-être d'avoir un petit rabais. L'idée c'est de pouvoir en même temps rajouter de la difficulté en attaquant la 3G et ensuite en faisant les attaques GSM derrière. Et aussi découvrir de nouvelles commandes qui sont utilisées, enfin les commandes qui sont utilisées sur les autres interphones. Voilà. Merci beaucoup et je suis à vous pour vos questions. Questions? Oui, s'il vous plaît. Merci. Oui, donc bonjour. J'avais deux questions en fait. La première, c'est pourquoi vous avez utilisé le Blade RF plutôt que le HackRF? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous allez publier les schémas GNU Radio que vous avez utilisés pour faire ce lab? C'est-à-dire lier les schémas, excuse-moi en fait. En fait, vous avez utilisé GNU Radio au début. Oui. Et en fait, tous les schémas que vous avez utilisés pour capter le signal, pour faire la gaussienne, etc., est-ce que vous allez publier ou est-ce qu'ils sont déjà publiés sur un GitHub ou autre? Alors pas encore, mais je pense que je vais publier. Enfin, l'idée, ça serait quand même de faire quelque chose de plus propre que des attaques, des canaux qui sont ciblés. J'aimerais justement en fait faire ce point de attaque semi-automatique sur le jamming 3G. Donc c'est des choses que je vais sortir. Pour la première question, donc pourquoi le Blade RF plutôt que le HackRF? Ouais. C'est parce que tout simplement le Blade RF fait du full duplex et donc du coup en faisant du full duplex, on peut faire un réseau justement GSM alors qu'avec le HackRF c'est un peu plus compliqué et c'est un peu plus compliqué, ça demande quand même une autre antenne à côté et un schéma un peu plus amélioré, mais c'est possible, mais c'est juste que pour de la facilité, le Blade RF avec BTS se branche super bien. Et, Ok, voilà. merci. D'ailleurs. D'autres questions?
Quand tu réponds Monter, via l'interphone, j'imagine que pour déloquer la porte, en fait, c'est quoi? C'est juste une touche particulière? C'est une suite de touches? Parce que, enfin, toi, t'as que ton téléphone, en fait. J'ai mon téléphone et j'ai le BladeRF. Et ce que je fais, c'est que, comme j'avais présenté, c'est que l'interphone, j'attends qu'il arrive sur ma station. Si j'arrive à le piéger, à ce moment-là, il est foutu. J'essaie d'appeler un résident, je fais liquer un numéro. Dès que je fais liquer un numéro, je change le numéro de mon attaquant, en fait, qui sera justement mon portable. Et là, je me fais passer pour le résident. Ensuite, je réappelle, je décroche, je mets la tonalité et j'ouvre la porte. D'accord, c'est ça, c'est la tonalité qui est... C'est ça. Ok. La tonalité, alors sur l'interphone Mincom, c'est pas la tonalité, il faut rappeler l'interphone. Bon, après, c'est un peu plus embêtant, mais voilà. Ok. Merci. Alors Encore des questions? Ok. Alors, on n'aura pas le temps pour plus de questions, mais je tenais à remercier Sébastien pour sa conférence de très haute qualité, et je pense qu'on peut l'applaudir très fort, parce que clairement, il nous a régalé sur ce sujet, et je trouve...